La communauté internationale réitère son soutien et sa solidarité à l'endroit du Mali. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse. Des femmes suffisamment outillées pour développer leur pays, c'est ce que recherche ONU Femmes. Sa directrice exécutive au Mali a rencontré hier les femmes leaders de notre pays. L'art en mouvement, c'est le nom d'une exposition du réseau KIA. Les artistes déplacés du Nord et ceux du Sud y traitent des thèmes d'actualité. Pas de conseil des ministres ce mercredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Réunion du comité de suivi et d'évaluation du plan national d'action de mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière. Ses membres ont rencontré ce matin les secrétaires généraux des départements ministériels initiés par la primature. La réunion vise à recueillir les avis des uns et des autres afin de rendre plus dynamique le comité dans ses missions. Le compte-rendu de Nando Dambélé. Les différents régimes qui se sont succédés au Mali ont, à travers les gouvernements respectifs, pris à bras le corps la lutte contre la corruption et la délinquance financière à leur manière. Pour mieux se repositionner dans cette lutte, le gouvernement a tenu des états généraux sur la question en novembre 2008, desquels sont issues des recommandations. C'est ainsi qu'est né le comité de suivi et d'évaluation du plan national. Depuis sa création, ce comité a été bloqué à cause de l'incompétence de certains intervenants, l'incohérence des documents présentés. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons vu, de ce que nous-mêmes nous faisons. Pourquoi? Parce que le document mère, on peut l'améliorer. Et c'est ce que nous avons proposé ce matin. Et eux-mêmes, les secrétaires généraux, avaient quelques critiques par rapport à ce document mère. On se comprend très bien. On va tenter une amélioration pour le rendre plus dynamique. Il s'agissait de travailler à renouveler les points focaux et à mettre tous les intervenants au même niveau d'information. Tout le monde dans notre pays s'accorde sur l'ampleur et la profondeur du phénomène de la corruption. Profondeur qui fait que les efforts de développement, particulièrement la lutte contre la pauvreté, donc ces efforts sont en train d'être totalement obérés par un phénomène donc de corruption et de délinquance financière qui a une part importante dans la déliquescence de notre État. Rappelons que conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations issues des États généraux sur la corruption et la délinquance financière afin de bâtir un État fort. La communauté internationale, je vous l'annonçais, réitère son soutien et sa solidarité à l'endroit du Mali. Le secrétaire général des Nations Unies, accompagné des présidents de la Banque mondiale, de la Commission de l'Union africaine et du commissaire au développement de l'Union européenne, était hier face à la presse pour le dire de vive voix. Compte rendu, Tchessira Dambélé. Les dirigeants du système des Nations Unies n'attendent plus le retour total de la paix et de la sécurité dans les pays en crise pour venir exprimer leur appui. C'est ce qu'ils font aujourd'hui au Mali où des progrès ont été enregistrés. Nous sommes là pour montrer notre appui politique, financier et moral, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. La voie que nous suivrons sera celle que traceront le Mali et la région en définissant leurs priorités. Ensemble, nous le disons haut et fort, nous resterons aux côtés des peuples du Mali et du Sahel. L'Union européenne, elle, est aussi aux côtés du Mali pour renforcer la sécurité. Elle est prête à poursuivre l'appui à la formation et la réforme de l'appareil sécuritaire au Mali. Par ailleurs, sur les 523 millions d'euros promis lors de la conférence des donateurs de Bruxelles de mai dernier, le quart a déjà été débloqué et l'Union européenne compte rester fidèle à ses engagements.
Et je suis aussi très heureux d'annoncer aujourd'hui que d'ici la fin de l'année, les travaux de la route entre Niono et Timbuktu reprendront. Je vous confirme que l'Union européenne va continuer à soutenir le Mali dans les 7 années à venir. J'ai plaisir de vous annoncer que dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, qui couvrira la période 2014-2020, le Mali bénéficiera d'une enveloppe de 615 millions d'euros. Selon le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, son institution a annoncé cette semaine 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour les 2 prochaines années au profit du Sahel. Un financement qui permettra d'appuyer le développement à travers des domaines comme la sécurité, l'amélioration des infrastructures, l'électricité, la santé, l'agriculture, bref, protéger tous ceux qui vivent dans le Sahel. Après un tour à Tombouctou où, en plus des souffrances humaines, le patrimoine culturel a été endommagé, la présidente de la Commission de l'Union africaine s'est fait porte-parole des femmes réfugiées ou déplacées qui, aspirant à la paix, veulent retourner pour participer au développement de leur pays. Et Tchessira Dambélé vient de le mentionner, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'était rendu hier à Tombouctou où il a déploré la destruction du patrimoine culturel de la ville en compagnie du Premier ministre, du commissaire au développement de l'Union européenne et du président de la Banque mondiale. La délégation a visité les manuscrits et la grande mosquée de Djingaréber. Adama Djimdi. La grande mosquée de Djingaréber, l'édifice a été construit en 1325. Selon l'imam Ben Essaouti, l'empereur Kankou Moussa a offert 200 kg d'or afin que le projet de la construction voie le jour. Ce haut lieu de culte, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, fascine plus d'un. Ban Ki-moon s'y est rendu pour apprécier la valeur culturelle et religieuse. Le Tombouctou est un ensemble de l'histoire riche, la vieille tradition de ce grand pays Mali. Vous avez longue histoire et aussi civilisation. Je déplore les dommages infligés au site sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO. Je déplore la destruction des mausoléums et les dommages, les mosquées, et aussi à la destruction des transcripts qui sont l'histoire de l'humanité. La mission onusienne et le Premier ministre ont aussi visité à l'Institut Ahmed Baba ce qui reste des 4200 manuscrits détruits par les groupes armés. Je me félicite de la visite conjointe du secrétaire général des Nations Unies, du président de la Banque mondiale, du président de la Banque africaine de développement, du commissaire de l'Union européenne pour le développement. Elle témoigne de l'attachement qu'ils portent à la situation actuelle du Mali, de la qualité de l'accompagnement qu'ils envisagent de continuer de nous fournir et cela est encourageant pour nous. Ban Ki-moon à Tombouctou, le séjour a été couronné de succès, d'abord par rapport à la visite du temple religieux et ensuite par rapport au contact physique avec les populations restées sur place pendant l'occupation. Première sortie de la directrice exécutive de ONU Femmes au Mali. Elle a rencontré hier les femmes leaders du pays. C'était en présence du ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Garibou Pérou, compte rendu. Faire de la femme malienne une garante de la paix et du jeu démocratique dans le respect des droits humains, voilà en clair l'essence de la rencontre de la directrice exécutive de l'ONU Femmes avec les femmes maliennes. Pour mieux connaître la situation des femmes du Mali, la directrice exécutive favorise l'écoute. Toutefois, les Maliennes ont été pour la directrice sur tous les fronts politiques. Malgré ces acquis, la situation des femmes maliennes reste encore précaire. La pauvreté se féminise. L'analphabétisme demeure. Les mortalités maternelles et infantiles restent élevées. Madame la secrétaire exécutive, le Mali a ratifié tous les textes de promotion et de protection des droits des femmes. Mais le problème, c'est la mise en œuvre de ces instruments. Nous plaidons enfin pour une justice redistributive
et une justice réparatrice. Au regard de cette situation désastreuse, il est aujourd'hui plus que jamais utile pour les autorités maliennes et pour la directrice exécutive de l'ONU Femmes d'intervenir auprès des femmes maliennes. Intervenir pour leur permettre de bénéficier de tous les droits démocratiques. Merci à ONU Femmes, que ce soit le domaine de la politique, la formation des femmes en politique, en leadership, la formation des femmes en médiation. Et nous pouvons assurer ONU Femmes que nous avons un vivier de femmes formées en médiation, donc de femmes capables. The future of the people of Mali is in their hands. La population de Mali comprend 50% des femmes. Et les femmes maliennes sont très fortes. Les femmes maliennes savent quoi faire. Et les femmes qu'on a rencontrées cet après-midi nous a donné espoir. Ils nous ont démontré leur force. Et on est confiante que les femmes-là ont une solution. Et nous, en tant qu'organisation internationale, on va les appuyer. And the utilization of women. Soutenues par l'ONU Femmes, les femmes du Mali, à travers la plateforme de veille et les différentes structures de la promotion de la femme, vont occuper une place importante dans la prise de décision. D'ailleurs, dans la même vision, une trentaine de femmes verront leur candidature soutenue aux élections législatives du 24 novembre 2013. Beaucoup de Maliens et d'Africains ne connaissaient pas de vue Ghislaine et Claude Verlon, mais leur voix était très proche de nous. Ce sont les mots du ministre Jean-Marie Idrissa Sangaré, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, à la cérémonie d'hommage en l'honneur de Ghislaine Dupont et Claude Verlon tués à Kidal. Je vous propose de l'écouter, ainsi que la directrice de France Média, Marie-Christine Saragosse. Nous avons été instruits d'accompagner la délégation française des journalistes et cet hommage qui vient de se tenir au musée du Quai Branly est un hommage très émouvant. Nous avons assisté à une série de témoignages des parents, de la famille et puis des collègues des deux journalistes. Un hommage très appuyé. Ce que nous retenons, c'est que c'était des vrais professionnels et des amis de l'Afrique. Donc, au-delà du Mali, théâtre où s'est déroulé cet assassinat, c'est à travers moi, c'est des condoléances de toute l'Afrique, hein, de toute l'Afrique du nord au sud, d'ouest en est. Et cet hommage contribuera, j'espère, à apaiser les cœurs. Bien sûr que des engagements sont pris pour rechercher les coupables et de les punir comme il se doit. Mais humainement, cet hommage a tout son sens. Du président de la République jusqu'aux citoyens lambda, tout le monde a vécu cet acte effroyable comme une véritable trahison à la démarche de sortie de crise. Nous ne savons pas encore les motivations de ces criminels, mais ce qui est sûr, l'ensemble du peuple malien est touché, est véritablement touché, et à travers les témoignages que nous avons entendu à travers RFI, de par l'Afrique tout entière, je sais que tous les Africains se sont sentis touchés par cette disparition tragique. C'était un hommage, je crois, très juste, très vrai, qui ressemblait à ce qu'ils ont été, avec des témoignages qui nous ont fait rire et pleurer. Et puis je tiens à souligner qu'il y a eu un magnifique discours du ministre de la Communication malien, un magnifique discours d'un ancien ministre des Affaires étrangères malien, que le correspondant Serge Daniel de RFI au Mali était là. Et les Maliens de France avaient demandé aussi à témoigner. Et je voudrais dire à nos frères maliens, à travers leur télévision publique, toute notre affection. Nous savons qu'ils sont en deuil comme nous, qu'ils souffrent comme nous et qu'ils souffrent du nord au sud dans toutes les parties du Mali. Et je voudrais que cet hommage est en mémoire de ces deux journalistes qui étaient justement allés accompagner la réconciliation nationale. Je voudrais qu'elle se poursuive. Je voudrais qu'un Mali fraternel s'instaure, comme nous aimons aussi notre France fraternelle avec le Mali. On sera toujours aux côtés du Mali. D'ailleurs, dimanche prochain, on sera à Bamako pour International RFI TV5 Monde pour une spéciale délocalisée pour montrer qu'on reste aux côtés du peuple malien. Suite donc à l'assassinat des deux journalistes de RFI, nous continuons de recevoir des messages
Ce soir, ils sont du Front pour le développement du Mali, Nieta Djekoulou, Avocats sans frontières Mali, Union des forces démocrates, UFD, Mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité, la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la prolifération des armes légères et la Fédération des réseaux des femmes africaines pour la paix condamnent tous cet acte cruel, lequel constitue une atteinte grave au droit à l'information et à la liberté de presse. Il rappelle aux autorités maliennes que des mesures idoines doivent être prises en vue de restaurer l'autorité de l'État à Kidal. Permettre à l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou de jouer un rôle de leader au niveau national et international. Voilà tout le sens d'un atelier qui regroupe chercheurs et partenaires du Mali ici à Bamako. Voyons les détails avec Mamour Sidibé. Les réflexions sont en cours sur l'évolution de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou en une institution universitaire. La création de l'IRIAB résulte d'une volonté commune partagée par la communauté internationale à travers l'UNESCO et par les autorités politiques de notre pays pour collecter, conserver et exploiter les manuscrits anciens en langue arabe et en toute autre langue qui concerne la culture et l'histoire de l'Afrique. Cependant, l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou s'est consacré à ses missions de collecte et de conservation au détriment de sa mission de formation. À la faveur de cet atelier, les chercheurs et partenaires venus du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Maroc vont passer en revue les différentes recommandations de l'atelier tenu en décembre 2010. Déterminer les filières d'enseignement supérieur, universitaire et post-universitaire, proposer le choix de modules d'enseignement et évaluer les besoins en personnel enseignant, évaluer les capacités d'accueil et d'hébergement de l'Institut et définir les besoins conséquents d'infrastructures et d'équipements et déterminer avec les autorités locales un domaine universitaire d'au moins 50 hectares. Les discussions de haut niveau autour de ces recommandations déboucheront certainement sur des orientations allant dans le sens des préoccupations de l'Institut en matière d'enseignement axé sur les manuscrits et les sciences islamiques. Bamako abritera demain jeudi 7 novembre au CICB la première réunion de suivi de la conférence des donateurs tenue à Bruxelles le 15 mai dernier. La réunion initiée par le gouvernement de la République du Mali est placée sous la coprésidence de l'Union européenne et de la France a pour objectif principal de faire le point des annonces faites à Bruxelles. Lors de la conférence des donateurs, plusieurs thèmes seront débattus. Il s'agit entre autres des priorités politiques et premier bilan des engagements, situation économique et bonne gouvernance, suivi et coordination de l'action des donateurs. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre de l'économie et des finances en présence de son collègue des affaires étrangères. La réunion regroupera plusieurs participants venant de l'étranger comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et des structures nationales et de la société civile. Quelques jours après les États généraux sur la décentralisation, s'attelle déjà à améliorer le système. Un atelier régional de transfert sur la gestion des centres et dispositifs de formation des collectivités territoriales vient de démarrer dans ce sens. Il réunit une trentaine de participants de 6 pays de la sous-région. Compte rendu Abdelkarim Kaba. Après les 2 phases des cours sur la gestion des centres de formation des collectivités territoriales, Bamako abrite la grande phase de l'atelier. Une bonne décentralisation ne peut aller sans une bonne gestion administrative et financière des centres et dispositifs de formation des collectivités territoriales. D'où la tenue de cet atelier. L'enjeu est d'une très grande importance. Il s'agit d'assurer le succès des réformes de décentralisation au niveau de différents pays par la mise en œuvre d'actions d'accompagnement, de formation et de sensibilisation des acteurs. Au moment où le Mali, notre pays, vient d'engager les résultats positifs des derniers états généraux de la décentralisation tenus du 21 au 23 octobre dernier, nous demeurons convaincus que la qualité des ressources humaines conditionne fortement la réussite du processus de décentralisation. Seuls les centres et dispositifs de formation spécialisés
dans le renforcement des capacités des élus et agents des collectivités territoriales constitue la réponse pertinente aux grands défis du développement et de la bonne gouvernance locale. Environ une trentaine de directeurs et responsables des centres et dispositifs de formation des collectivités territoriales des 6 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, prennent part à la présente session. Cela va changer beaucoup sur la gestion de l'équipe que nous avons. Donc, nous allons tout faire pour motiver l'équipe en place. Ensuite, par rapport à la gestion financière, on nous a donné des éléments de gestion et nous serons à mesure de corriger nos lacunes, nos insuffisances avec ces nouveaux éléments de gestion. Lancer le débat sur les coopératives qui sont une source de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. C'est le but de la conférence régionale des coopératives dont les travaux ont démarré à Bamako. Le thème retenu cette année est coopérative, espace de promotion de la démocratie et de la justice sociale. La session regroupe des participants du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. Isaac Thienou. Mobiliser les acteurs du mouvement coopératif pour permettre à ce secteur de contribuer davantage à la création de richesses et d'emplois en vue de la réduction de la pauvreté, c'est ce qui motive la Fondation Frédéric Ebers à organiser cette conférence régionale dont le thème cette année est « Coopérative, espace de promotion de la démocratie et de la justice sociale ». Pour Annette Louane, représentante résidente de Frédéric Ebers, la rencontre de Bamako lance les débats sur les coopératives pour mieux cerner les contours. Les coopératives ont prouvé leur capacité à créer des emplois et à les préserver. Elles concourent à la progression de l'emploi et à la promotion du travail décent. La contribution économique des coopératives, bien que substantielle, est souvent sous-évaluée, voire totalement ignorée et n'apparaît pas dans les indicateurs nationaux de réduction de la pauvreté. La pertinence du thème de cette conférence, qui fait suite à cette tenue l'année dernière, à savoir les coopératives, espaces de promotion de la démocratie et de la justice sociale, saute aux yeux. Je puis d'ailleurs affirmer qu'à l'heure où le Mali est en phase de sortie de crise, toute réflexion visant à consolider les acquis démocratiques dans le contexte d'un approfondissement de la bonne gouvernance et de la décentralisation est la bienvenue. Les coopératives ont encore beaucoup de défis à relever compte tenu des insuffisances dans le secteur. Un plan d'action est envisagé par le département de tutelle. À cette conférence régionale prennent part le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Mali. Formation toujours avec celle des 100 premiers imams maliens par le Royaume du Maroc qui entre dans sa phase active. La promesse du roi se concrétise ainsi avec la rencontre entre les nouveaux boursiers d'une part et les membres du gouvernement et l'ambassadeur du Maroc d'autre part. Compte rendu à Husseini Touré. C'est dimanche prochain que les futurs imams maliens s'envoleront pour le Royaume du Maroc. Ils sont au nombre de 100 et ont été sélectionnés selon des critères rigoureux fixés conjointement par le Mali et le Maroc. Parmi ces critères, la maîtrise du Coran et de l'arabe, le diplôme du DF, du bac, de la licence ou de la maîtrise. Les critères étaient très durs, mais je crois que tout s'est passé dans la transparence. La suite, Inch'Allah, se passera au Maroc dans quelques jours. Je crois que nous vivons une journée vraiment historique. Pour la partie malienne, il s'agit d'une occasion inouïe de renouer avec un islam d'ouverture et de tolérance. Dans le programme de cette formation, qu'on inclut la formation professionnelle pour que nos imams puissent se prendre en charge. Ou ceux qui n'auront pas la chance aussi d'être des imams de mosquées peuvent être non seulement des connaisseurs, mais aussi bénéficier de savoir-faire des Marocains. Le ministre chargé des Affaires religieuses et du culte rappelle la signification de cette offre de Sa Majesté, le roi du Maroc. Cherchez le savoir, allez-y jusqu'en Chine, disait notre prophète, paix sur lui. Aujourd'hui, nous donnons le savoir à 500 auditeurs, dont une vague de 100, et qui, à la limite ou à la suite, se poursuivra chaque année pour que désormais nous ayons un islam beaucoup plus éclairé, sorti de l'obscurantisme, de ce que j'appelle de la scolastique et de l'incultisme intellectuel et religieux, pour être un islam de paix, de tolérance, de bonne cohabitation, d'acceptation du droit à la différence. La formation des futurs imams dure 2 ans.
Fin du séminaire des professionnels de la presse malienne en Chine. 3 semaines durant, les journalistes maliens ont approfondi leurs connaissances sur la Chine et ont visité plusieurs sites touristiques. Compte rendu, Tougoufana Traoré. Les professionnels de la presse malienne ont assisté à une dizaine de conférences sur la Chine d'hier, la Chine après l'ouverture de 1978, la Chine d'aujourd'hui, le système politique et économique, l'avenir de la Chine. En marge des conférences, les grands médias chinois ont été visités par les professionnels de la presse malienne. Les organes comme la Chine Today, la télévision centrale de la Chine, la maison de l'Internet, la radio Chine internationale ou encore l'agence Chine Nouvelle. Les sites touristiques visités par les séminaristes sont le palais impérial, Temple of Heaven, la place Tiananmen ou la Grande Muraille. Cette forteresse a été érigée par les Chinois il y a 600 ans pour contrer l'arrivée de l'envahisseur. Tout compte fait, la Chine aura fasciné les professionnels de la presse malienne. Moi, je suis comblé, je suis honoré, j'ai appris beaucoup de choses. Vous savez, cette Chine dont on parle, cette Chine chimérique, est une réalité qui ne s'apprend, qui ne se connaît que lorsqu'on a vu. J'ai été impressionné par leur respect envers les personnes âgées, leur sens élevé du patriotisme, leur amour pour le travail bien fait. J'ai été impressionné par les merveilles de la Chine, par exemple la Grande Muraille, la perle de l'Orient à Shanghai. Donc je suis très contente. C'est vraiment un séminaire réalisé avec succès dans tous les domaines, tant au plan de l'organisation que dans les contenus, au niveau des conférences, mais aussi au niveau des sites touristiques. Vous avez pu observer toute la communion qu'il y a eu entre les hommes des médias et la population chinoise. Comme vous l'avez constaté, ce séminaire des professionnels de la presse malienne leur a permis non seulement de s'imprégner des réalités de la Chine au présent, mais aussi et surtout de côtoyer les médias chinois dans sa globalité. Le but visé par les deux gouvernements étant de favoriser ou de renforcer la participation de la presse au développement socio-économique des deux pays. Et ici, à Bamako, le gouverneur du district informe les chefs de services régionaux du district de Bamako que dans le cadre de l'organisation des élections législatives 2013, certains de vos agents ont été retenus comme agents électoraux. Une formation d'une journée pour la bonne tenue des bureaux de vote se tiendra à partir du 7 novembre suivant un calendrier établi de concert avec les maires des communes. Le maire invite en conséquence à accorder aux agents concernés une autorisation spéciale pour leur permettre de prendre part aux formations programmées. Le projet d'éducation citoyenne et monitoring des élections 2013 a lancé ce matin la deuxième phase de son programme relatif à l'éducation citoyenne. Le projet en question permet une plus grande implication de la société civile. Grâce à lui, les citoyens seront suffisamment renseignés sur le processus électoral. Abdrahman Meiga. Le projet d'éducation citoyenne a permis au Mali d'atteindre des résultats encourageants lors de la présidentielle de 2013. Au nombre de ses performances, l'augmentation du taux de participation à la présidentielle, la forte implication des acteurs de la société civile au processus électoral et l'acceptation des résultats obtenus par les candidats en liste. Ces acquis, le programme d'éducation citoyenne et de monitoring des élections a décidé de les appliquer aux législatives du 24 novembre prochain. Nous sommes à nouveau, après l'élection présidentielle, à une étape cruciale de la vie démocratique du Mali, où les citoyens vont choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Il s'agira de faire en sorte que les citoyens comprennent mieux le rôle du député, sa responsabilité envers les électeurs et les voies et moyens par lesquels un contrôle citoyen peut être exercé sur son action parlementaire. Avec ces projets, le programme d'éducation citoyenne et de monitoring des élections accompagne le Mali pour mieux réussir ce second rendez-vous des Maliens avec les urnes. Les principales innovations que nous aurons pour cette phase, c'est de toujours continuer l'éducation civique électorale en ciblant vraiment les zones à enjeu, les zones potentielles ou qui seront très disputées entre les différentes listes de candidats. Nous allons également développer des programmes accessibles sur le mobile qui vont permettre aux citoyens de recevoir des informations en temps réel sur le processus électoral. Ce projet sera mis en œuvre à travers 4 volets, à savoir l'éducation citoyenne, le monitoring des élections, la formation et monitoring des médias et enfin le pôle d'observation citoyenne électorale.
Et dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le jeudi 7 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h MPJS, 9h20, PSDM, 9h40, PDPM, 10h PDM, 10h20 FAMA, 10h40 PECSAM, 11h CENAS, 11h20 URD, 11h40 phare, midi MPC, midi 20 BMDT, midi 40 RPC, 13h indépendant CAI Chidéon, je pense, c'est Chidéon, 13h20 Alliance 2013, 13h40 PLA, 14h CDS. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats indépendants CARSOC, indépendant RDC 1, PS Yélé-Croix, Implus Ramata, Bara, MDD, Adema PSG, Yélema, ANC, indépendant Alliance Commune 1 et UNPR. Lancement hier à Koulikoro du projet de dynamisation du dialogue communautaire sur le changement climatique pour la protection de l'environnement au Mali. À travers la sensibilisation, le dit projet veut atténuer la dégradation de l'environnement et le changement climatique par la mobilisation des médias traditionnels au niveau communautaire. Koulikoro, le compte-rendu de Seydou Traoré. Ils sont environ une centaine d'acteurs élus communaux, chefs traditionnels et coutumiers venus des 7 cercles de la 2e région à prendre part à cette vaste campagne d'information, de sensibilisation et de formation sur les fondements de l'environnement. Par ce projet de dynamisation du dialogue communautaire sur les changements climatiques pour la protection de l'environnement, l'initiateur et ses partenaires veulent renforcer la capacité des médias traditionnels. Ce message-là, nous pensons que ça nous permettra effectivement de diminuer les effets du changement climatique sur nos activités de production agricole, nos activités d'élevage et les activités de pêche. En faisant cette approche, on va mobiliser davantage toute la composante de la société pour mieux communiquer sur les changements climatiques, la problématique, les enjeux et les défis. Ce forum qui vient d'être lancé à Koulikoro devra permettre à l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD, son partenaire le PNUD et le prestataire qu'est les Monzons, de répondre à la question comment mieux communiquer sur l'environnement et le développement durable. Au niveau national, le Mali a développé différentes actions, mené des études et mis en œuvre divers programmes et projets. Toutes ces initiatives trouvent leur pleine expression à travers la politique nationale et la stratégie nationale sur les changements climatiques. Ce projet de dynamisation du dialogue communautaire sur les changements climatiques pour la protection de l'environnement touchera les 703 communes, les 47 cercles et les 8 régions du Mali. Actualité régionale toujours, mettre en place une chaîne de valeur pour une meilleure promotion de la culture du sésame. C'est l'ambition des Burkinabés et Maliens sur l'initiative de l'ONG ADAC avec l'appui financier de Christian Aid. Ils sont réunis depuis hier à Sikasso. Le compte-rendu de Fatoumata Diallo. Le sésame, objet du présent atelier, est l'une des cultures à grande productivité qui occupe une place de choix dans l'amélioration des revenus des ménages les plus vulnérables. D'où la motivation à l'origine de cet atelier sous-régional initié par l'Association pour le développement communautaire ADAC avec l'appui financier du Christian Aid pour la promotion de cette filière. Qui connaît les caractéristiques du sésame verra facilement que le sésame, c'est une culture qui est plus à la portée des ménages les plus vulnérables. Les participants venus du Burkina Faso et de l'intérieur du pays vont 2 jours durant faire l'analyse des principales contraintes et opportunités de développement de la filière sésame au Sahel et élaborer un plan d'action pour sa mise en œuvre. C'est une culture qui réussit plutôt bien en milieu aride, semi-aride. C'est une culture qui est plutôt accessible aux populations les plus vulnérables, y compris les femmes. Cette rencontre va nous permettre de voir quel est le lien que les différents acteurs peuvent faire, mettre ensemble. Voilà comment on doit s'organiser ensemble pour promouvoir la chaîne de valeur.
Les recommandations issues de cette rencontre de Sikasso ont permis aux différents acteurs de mieux cerner leur rôle et responsabilités pour un meilleur fonctionnement de la filière sésame au Sahel. Le comité national de pilotage du projet Village du Millénaire vient de visiter plusieurs de ses réalisations en 4e région. Par cette sortie, le comité veut s'assurer de la continuité du projet. La délégation était composée de représentants de plusieurs ministères et de l'Assemblée nationale. Fousséni Samake depuis Ségou. En se rendant sur le site de ces réalisations, les membres du comité de pilotage national du projet Village du Millénaire voulaient non seulement voir ce que le projet a réalisé concrètement, mais aussi s'assurer de sa durabilité à travers l'implication des bénéficiaires. La délégation s'est rendue successivement au magasin de stockage de Soké, le système d'énergie solaire de Farakou, les latrines améliorées et l'école à cantine de Tibi, le CSCOM de Koïla-Bamana. Les bénéficiaires ont apprécié ces réalisations et s'engagent pour sa continuité même après le projet. La seconde étape de cette visite a concerné la plaine risicole de 100 hectares de Sénékou, aménagée par un opérateur privé, Cheikh Sadibou Balo, la coopérative des femmes étuveuses de Dioro, qui tourne à 80 tonnes de riz fumé par semaine, et le système solaire d'addition d'eau potable des communes. Je pense que l'objectif visé est atteint, parce qu'on a pu mesurer les efforts fournis par le projet pendant la première phase. Nous avons bien aimé l'idée que le privé malien intervienne dans l'agriculture. Cependant, nous avons demandé à ce que le schéma qui est tracé au niveau de l'agriculture soit suivi. Le projet Village du Millénaire intervient depuis 2006 en 4e région dans les communes rurales de Dioro et Farakoumassa pour l'amélioration du cadre de vie des populations. L'association Al-Zakanafa du village de Borno à Gao vient de procéder à la construction et à la réhabilitation de latrines scolaires et d'un puits à grand diamètre dans le village pour un coût total de plus de 21 millions de francs CFA. L'association, à travers ses infrastructures, veut lutter contre les maladies liées à l'eau. De Gao, Boubacar Babletouré. Ce projet basé sur l'eau et l'assainissement a été pris en compte par le programme d'appui aux organisations de la société civile PAOSC 2. Il a permis de construire dans le village de Borno, cercle de Gao, une latrine et la réhabilitation de 3 autres pour les élèves. Un autre fait marquant, c'est la réhabilitation d'un puits à grand diamètre au profit de la population. Par ces différentes infrastructures, l'association Al-Zakanafa entend lutter contre les maladies hydriques et celles liées à l'insalubrité. Les populations ont adhéré à ces différents projets, ce qui a fait que les réalisations ont été parfaites. Ces réalisations ainsi faites vont sans doute contribuer à assainir le cadre environnemental des élèves du village et d'offrir de l'eau potable aux différents ménages concernés. Les populations doivent s'en approprier et vraiment suivre correctement ces projets. Penser que ces projets-là sont venus pour eux et que c'est dans le cadre de leur développement qu'on a initié ces projets. Ce projet eau et assainissement qui durera 6 mois a été financé à plus de 21 millions de francs CFA. À Kouré-Malé, le poste des douanes a mis la main sur des trafiquants d'armes de guerre en provenance de la Guinée. Ces trafiquants opèrent avec le transport en commun, précisément les taxis de brousse pour approvisionner le marché noir au Mali. L'inspecteur des douanes, Mamadou Diaby, chef de bureau à Kouré-Malé, explique ici les circonstances de cette saisie au micro de Mariam Sagara. Le 20 octobre 2013, étant de service au bureau, nous avons reçu un véhicule RC immatriculé RC 8296L en provenance de Kankan, République de Guinée, conduit par le chauffeur Bérété Mohamed. Pour les formalités d'usage, nous lui avons demandé ce qu'il y a à bord de son véhicule. Il dit avoir transporté des passagers et leurs bagages. Et nous lui avons demandé d'ouvrir les coffres. Et par suite de cela, nous avons découvert dans un colis qui était enfoui sous les bagages et un colis bien scotché. Et tout de suite, quand nous lui avons demandé d'ouvrir ce colis, et en contrepartie, il propose directement de l'argent et qui a été rejeté carrément par nous. Et sur notre insistance, il a ouvert et nous avons découvert 4 PM sur les mitrailleurs. Nous lui avons demandé de s'expliquer sur les conditions de détention et de circulation de ces 10 armes. Il dit ne tenir aucun document pour ce qui les concerne. Et que ce colis lui a été remis par un certain Moussa qui est domicilié à Kankan mais qui se trouve présentement en déplacement sur Bamako. Il fallait tout faire pour retrouver directement ce direct. Nous avons sollicité le concours de la brigade de la gendarmerie de Narena
et pour aller chercher directement le nommé Moussa en question. Une mission fut dépêchée à cet effet. Et c'est aux environs de 16 h que j'ai été téléphoné par le CB adjoint comme quoi ils ont pu arrêter le nommé Moussa au niveau de l'autogare qui attendait patiemment directement ce colis. Il fut immédiatement conduit à la gendarmerie de Narena pour le reste des enquêtes. Ce Moussa est un Malien. La destination de ces armes par Moussa, parce que la question de savoir maintenant, c'est au niveau de la gendarmerie qui vont poursuivre les enquêtes et ils pourront directement vous fournir tous les renseignements utiles par rapport à cela. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières qui informe les détenteurs de droits sur les immeubles situés dans l'emprise des travaux de construction des logements sociaux de Ntabakoro et les servitudes des travaux de construction des voies d'accès au 3e pont de Bamako, côté Sotuba ACI et côté Misabougou Yirimadjo, que les travaux de la commission d'indemnisation démarreront le jeudi 14 novembre 2013 et se poursuivront tous les jeudis à partir de 7h30 dans les locaux de son département à la cité administrative, bâtiment numéro 2, premier étage. Les intéressés sont priés de se munir des documents originaux relatifs à leur immeuble et des mandats éventuels établis par acte notarié. Cet autre communiqué toujours du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières qui informe les détenteurs cette fois de droits réels sur les immeubles situés dans l'emprise et les servitudes des travaux de construction de la cité universitaire de Kabala et des voies d'accès à la dite cité commune rurale de Kalabankoro que les travaux de la commission d'indemnisation démarreront le mercredi 13 novembre 2013 et se poursuivront pour tous les mercredis à partir de 7h30 dans les locaux de son département à la cité administrative, bâtiment numéro 2, premier étage. Les intéressés sont priés de se munir des documents originaux relatifs à leur immeuble et des mandats éventuels établis par acte notarié. Pose de la première pierre de 800 logements sociaux à Sénou pour les travailleurs de Randgol à travers Somilo, la société minière de Loulou, exécutée par le groupement immobilier d'entreprises de construction. Le coût total de ces réalisations est estimé à environ 12 milliards de nos francs. Mohamed Ould Mamouni. Ces 800 logements sont de type F2, F3, F4 et F5. La première phase de ce projet concerne la construction de 200 logements sur une période de plus de 6 mois. Ils seront réalisés par le GECI sur une surface de plus de 3 hectares. C'est la première phase dont nous avions eu le financement qui fait les 200 logements. Après les 200 logements, donc le reste va continuer. Le coût total de ces réalisations, les 200 logements sont à 4 milliards. Les bénéficiaires de ces logements sociaux sont tous des travailleurs de la société minière de Loulou. Tous se réjouissent de l'initiative. Vraiment aujourd'hui, moi je suis vraiment content, je suis très ému et puis je remercie le président du conseil d'administration de Randgol de vraiment accepter de venir honorer notre projet en faisant la peau de la première pierre. C'est très encourageant et il en est fier de voir que nos travailleurs réussissent des choses comme ça. Et comme il le disait, le fait qu'une famille laisse une maison à ses enfants, ça c'est très 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 spécial. Ça fait une étape spéciale dans l'évolution d'un homme. Pour Marc Bristow, la construction de ces logements sociaux répondra aux besoins des bénéficiaires. Une bonne initiative. L'ambassadeur du Mali à Bruxelles a présenté cette semaine au président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, les lettres par lesquelles le président de la République l'accrédite auprès de la Commission européenne. Le président de la Commission lui a souligné que l'Union européenne continuera d'appuyer le Mali dans sa quête du développement de la paix et de la sécurité. Concernant la coopération économique avec le Mali, le président de la Commission de l'UE a annoncé le montant du prochain FED estimé à 615 millions d'euros pour la période 2014-2020. Il a aussi mis l'accent sur l'appui budgétaire qui reste un mode d'intervention efficace.
L'art en mouvement, c'est l'intitulé d'une exposition qui se tient depuis hier au Centre Soleil d'Afrique de Bamako à l'ACI 2000. Initiée par le réseau KIA et ses partenaires, elle regroupe des artistes déplacés du Nord et ceux du Sud autour des thèmes d'actualité. Modibo Soiré a assisté au vernissage de l'expo. Compte rendu. L'exposition L'art en mouvement est le résultat de 10 jours de résidence artistique autour d'un atelier d'échange et de création contemporaine avec des artistes déplacés du nord du Mali. Le projet se veut un tremplin pour une sortie de crise tout en offrant également une nouvelle perspective à l'art malien dans sa diversité. L'idée de ce projet a germé à la suite du programme Une action et une vision pour bâtir l'avenir du réseau KIA, un programme constitué de 10 projets. Et ce projet d'atelier avec les artistes déplacés du Nord est l'un des 10 projets du programme. Cet atelier qui a regroupé une douzaine d'artistes plasticiens supervisés par des professionnels du métier vise à créer une synergie entre artistes du Nord et ceux du Sud. C'était permettre aux artistes de se connaître et de connaître comment chacun évolue et comment pendant cette période que le Mali vient de traverser, comment chacun a vécu. Ici, une quarantaine de tableaux et autres objets d'art sont exposés, des œuvres qui prônent la paix, la cohésion sociale, le dialogue et la diversité culturelle, l'unité et la réconciliation nationale afin d'accompagner le processus de paix en marche depuis quelques mois au Mali. Ici, j'ai plusieurs œuvres, dont la première est celle-ci, dont l'idée maîtresse est la femme comme noyau de la société. Il faut que les hommes pensent aussi aux femmes, qu'elles peuvent contribuer au processus de réconciliation au Mali. Ici, c'est une œuvre qui parle sur la clé de la région de Kidal, accompagnée de l'écriture Touareg le Tifina. Moi, j'ai préféré décomposer la réconciliation en 3 parties. La première partie est intitulée Division, qui nous invite à faire un pas en arrière pour voir tout ce que le Mali a subi comme maux. Et la deuxième partie est intitulée Cohésion, qui invite les uns et les autres à une cohésion sociale pour une réconciliation durable. Et enfin, la troisième partie, c'est l'union. Le réseau KIA, à travers cet atelier de création contemporaine, entend créer un lien entre artistes du Nord et ceux du Sud de notre pays. En somme, une main tendue aux artistes déplacés du Nord afin qu'ils ne se sentent pas délaissés. Des tableaux très expressifs. L'expo se poursuit jusqu'au 25 novembre prochain au Centre Soleil d'Afrique à l'ACI 2000, nous signale Modibo Soiré. Retrouvez demain dans la journée Mohamed Touré. Je serai là pour les éditions du soir. Excellente nuit à tous.